Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Essonne en auteur. Aujourd'hui, notre émission a choisi de jouer à domicile en élisant pour cadre le studio de la production Une Ville des Livres. Créée en 2011, la structure associative Une Ville des Livres n'a cessé d'enchaîner les projets éducatifs et culturels, dont la création d'une émission associant actualité littéraire, culturelle et patrimoine essonnien est l'un des plus audacieux. Okay. C'est dans ce cadre que chaque année, l'Essonne en auteur consacre un numéro au livre photo. Le travail original de la photographe new-yorkaise Gail Albert Alaban sur Paris, dans son ouvrage intitulé Vis-à-vis et publié aux éditions de La Martinière, offre un remarquable exemple de l'alliance du portrait de ville et des portraits humains, thème cher à notre ligne éditoriale. Pour en parler, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Cathy Rémy, directrice adjointe au Monde Magazine, qui a participé au projet de Gail Albert Alaban et préfacé l'ouvrage. Voilà, parfait. Ok, he's back there. Try to shoot. Shoot him. Amazing. Cathy Rémy, bonjour. Et bienvenue dans l'Essonne en auteur. Alors, nous avons la chance de vous recevoir aujourd'hui pour un livre photo intitulé Vis-à-vis, signé Gail Albert Alaban. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est que nos téléspectateurs vont être surpris. D'habitude, nous recevons la personne qui signe le livre. Et aujourd'hui, nous vous recevons, mais vous n'êtes pas l'auteur du livre. Alors, est-ce que vous voulez nous dire à quel titre vous présentez le travail de Gail Albert Alaban ? Alors à deux titres. D'abord j'ai écrit la préface du livre de Gail et j'ai aussi participé à sa réalisation. Et le projet est né d'une collaboration avec Gail pour Le Monde, et notamment le magazine du Monde, le supplément pour lequel je travaille, où Gail est venue il y a 2 ans réaliser une première série d'images pour un numéro spécial Paris. Et c'est ainsi que les éditions de La Martinière ont repéré ce travail, ont demandé à Gail de le poursuivre sur une durée beaucoup plus longue, puisque c'est 1 an de travail. Voilà. D'accord. Donc, ce n'était pas une idée originale de Gail Albert Alaban, c'est comme une commande, mais qui a fini par se retrouver synthétisée, ou je ne sais pas comment dire, dans un livre photo. Je pense qu'il y avait une envie aussi à la base de Gail Le projet est né à New York. Il a donné lieu à un premier livre à New York, qui était peut-être, je reprendrai les mots de Gail, moins ambitieux, mais où la mise en place, le dispositif était déjà posé, et elle avait très envie de le continuer ailleurs. Donc quand je lui ai proposé de venir à Paris, elle était enchantée. Et Paris faisait partie des destinations qu'elle envisageait pour poursuivre son projet, qui verra peut-être d'autres villes bientôt, je ne sais pas, mais j'espère qu'elle va le continuer en tout cas. Alors, avant qu'on rentre dans le corps du livre et pour que nos téléspectateurs comprennent bien quel a été le travail de Gail Albert Alaban, est-ce que vous pouvez nous dire si cette photographe d'origine new-yorkaise, elle appartient à une école, est-ce qu'elle appartient à un courant photographique, et très rapidement nous dire quelles seraient les grandes lignes de son style? Alors, dire qu'elle appartient à un courant, c'est peut-être un peu prétentieux, mais on peut dire que Gail a fait ses classes avec 2 photographes qui l'ont profondément marqué, qui sont Gregory Crewdson et Philippe Lurca di Corsia, qui sont 2 photographes qui travaillent de la même façon et qui attachent une importance énorme à la mise en scène. Donc, ce sont des gens qui travaillent presque avec les méthodes d'un cinéaste, qui sont plus proches finalement de l'univers du cinéma que de l'univers de la photo telle qu'on se l'imagine. Donc c'est des mises en scène assez conséquentes, avec des équipes presque comme des équipes de tournage. Et Gail vient vraiment de ce monde-là. C'est avec eux qu'elle a appris à photographier et qu'elle a développé sa technique. Donc oui. Voilà, mais écoutez, c'est incroyable. On dirait qu'on se passe les plats, parce que la question suivante que je voulais vous poser, c'est la question de l'influence cinématographique de Gail Albert Alaban. Nos spectateurs vont découvrir, en même temps que nous parlons, quelques photos du livre, et on peut quand même être frappé au moins par 2 influences immédiatement. Bon, il y a d'abord une influence picturale, on a l'impression de reconnaître une touche, une patte propre au peintre Edward Hopper, en particulier avec cette récurrence des fenêtres, même si là on est dans une atmosphère parisienne. Et d'autre part, alors je ne dis pas que c'est mon avis, j'ai quand même travaillé cette émission, et dans l'espèce de revue de presse que j'ai faite, j'ai observé que certains trouvaient une influence d'Hitchcock, en particulier avec Fenêtre sur cour.
Je veux vous laisser réagir avec ça et je dirai quelque chose d'autre sur Hitchcock après. Alors, est-ce que ces influences déjà existent? Hopper existe, c'est vraiment la base du travail de Gale, qui est vraiment important dans tout ce qu'elle a fait précédemment aussi. Elle a photographié les maisons de Hopper, elle voue vraiment un culte particulier à ce peintre qu'elle connaît très bien. On est d'ailleurs allé sur les lieux où Hopper avait vécu quand il était à Paris. Donc c'était vraiment le fil rouge de ce livre. On sent chez elle la même appétence pour les couleurs, pour ces lumières un peu surnaturelles, irréelles, pour cette espèce de collision entre l'intérieur et l'extérieur. Ça, c'est tout typiquement Hopper. Alors Hitchcock, moi, je pense que c'est vraiment plus une projection du public ou des critiques, une vraie influence de Gale. C'est vrai qu'on cite Fenêtre sur cour à cause du voyeurisme, mais c'est vrai que Gale se défend, hein, et moi aussi, je pense que on n'a pas du tout à faire un travail voyeuriste, mais c'est vrai qu'à première vue, on peut penser que ces images sont volées, et on découvre après que ces images sont mises en scène et qu'il ne s'agit pas du tout d'aller voler une image. Donc tout à coup, cette référence tombe un peu plus à l'eau, mais oui, je pense que Gale... néanmoins, n'a rien contre Alfred Hitchcock. Bien sûr. Et pourrait elle-même la prendre à son compte. Mais ce n'est pas le cas, je ne pense pas que vraiment. A priori, moi, j'avais rien vu du tout de Fenêtre sur cour. Bon, bien sûr, le thème du voyeurisme, mais on peut aller le chercher dans bien d'autres œuvres que celle d'Hitchcock. Par contre, le travail autour de la fenêtre et du cadre, si on pensait à un film d'Hitchcock, moi j'avais pensé au début de Psychose, où on voit comme ça, par un travelling tout à fait surprenant pour l'époque, la caméra prendre le cadre de la fenêtre d'une chambre d'hôtel et justement saisir quand même une scène voilà, un peu voyeuriste tout de même, puisque la femme est en train de rajuster son soutien-gorge, et par 2 ou 3 photos qu'on trouve dans le livre, on voit comme ça des silhouettes féminines, mais effectivement, je suis d'accord avec vous, on ne peut pas voir de voyeurisme dans ce livre, c'est fait d'une manière élégante, distanciée, mise en scène, donc oui pour l'influence d'Hopper, non pour l'influence d'Hitchcock. Non, ou alors vraiment... alors on pourrait être un peu plus vicieux que ça, on pourrait dire que Hitchcock a lui-même été influencé par Hopper, donc ce serait une influence qui viendrait d'une influence... D'accord. Bon, moi ce que je vois aussi dans ces images de Gale, c'est la même volonté, vous parliez de personnages et de couleurs et de personnes... de femmes qui se des silhouettes. Voilà, des silhouettes qui se déshabillent dans la pénombre. Il y a une espèce comme ça d'érotisme latent qui peut faire aussi penser malgré tout à Hitchcock et à Hopper. Mais c'est vrai qu'il y a ce travail particulier sur la couleur de Gale voilà, qui résonne. Alors, je veux réagir à autre chose. Dans la préface, dans l'une des préfaces, puisqu'en fait, il y a un texte de vous, que je qualifierais de texte inaugural, et puis il y a une préface de Christian Cojol. Christian Cojol rapproche le travail du portrait de ville en photographie du travail du portrait de ville chez les auteurs littéraires. Est-ce que cette fois-ci, et je ne sais pas pourquoi, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de littéraire dans ce travail, sans que je puisse réellement donner une source comme je viens de le faire. Bon, j'ai pensé à Perec dans La vie mode d'emploi, mais je doute que Gale Albert Alaban ait cette référence. Par contre, est-ce qu'il y a quand même une influence littéraire dans sa façon de présenter ses photos, de les mettre en scène, etc. Alors, il n'y a pas... C'est drôle que vous me posiez la question, parce que Gale pourrait... si on voit les deux volets, pour les gens qui ne connaissent pas le travail de Gale, elle a, donc, comme je le disais précédemment, réalisé des premières images à New York. Et autant New York est une ville cinématographique, voilà, c'est ça. Paris est forcément littéraire et romanesque. Donc je pense qu'en effet, il y a cette donnée qui s'ajoute à ces photos qui n'existaient pas à New York. C'est vraiment différent. C'est le même système, la même technique, les mêmes choses, toujours la fenêtre, mais il y a cette cette épaisseur littéraire qui se rajoute aux photos parisiennes. Et je pense qu'elles ne viennent pas d'elle, mais que cette épaisseur existe dans la ville elle-même. Et qu'elle n'a rien fait de plus, elle n'a rien apporté de plus. Elle fait que le saisir. Elle s'est servie de cette épaisseur-là pour faire quelque chose. Et du coup, elle s'est concentrée beaucoup plus sur les personnages qu'elle ne l'a fait à New York. On sent qu'il y a vraiment une volonté de mettre plus en scène et d'essayer d'être plus narrative, de raconter des histoires dans ces images parisiennes. D'accord. Donc ça, c'est vrai.
Alors évidemment, aussitôt qu'on évoque un livre photo, vous allez avoir des gens qui se passionnent pour la technique, et donc c'est ce qu'on va évoquer maintenant. En faisant mes recherches, je suis tombé sur un petit film sur Internet qui montre un petit peu la technique de Gaëlle Albert-Alaban pour réaliser ses vues. Voilà sur quoi je suis tombé, puis vous réagirez par rapport à ça. En fait, on la voyait donc chez elle, à New York, avec 2 ordinateurs, dont un qui lui servait à correspondre avec une équipe de photographes français. Cette équipe était installée dans un appartement. Évidemment, Gaëlle Albert-Alaban donnait des instructions pour réaliser une prise de vue dans un appartement, dans un immeuble en face. Et quand la mise en scène, parce que vous avez parlé de mise en scène, et sur des images qu'on va pouvoir voir à l'écran, parce qu'on va projeter un extrait de ce petit film, on va voir qu'elle décide des corps, etc., que ce n'est pas du tout pris au naturel et au vif. Non, bon. absolument pas. On va voir que donc, elle met en scène tous ses corps, et quand ça la satisfait, elle déclenche, c'est elle qui prend la photo depuis New York. Alors, est-ce que ça résume bien sa technique ou est-ce que toutes ces photos ne sont pas prises dans les mêmes conditions ? Alors, ces photos ne sont pas toujours prises dans les mêmes conditions. Gaëlle a plusieurs projets autour de vis-à-vis, enfin, en tout cas des photographies qu'elle prend à l'intérieur des appartements dans le monde entier. Donc, il y a un projet qu'elle développe, en effet, en n'étant pas physiquement sur les lieux de prise de vue. Ce n'est pas le cas pour Paris, puisqu'elle a vraiment réalisé ces images en étant à Paris et en rencontrant, c'est aussi important parce que ça, quelque chose d'autre se passe, en rencontrant de façon personnelle, intime, les gens qui apparaissent sur les photos. Donc toutes ces photos sont aussi le fruit d'une rencontre, d'un dialogue avec les gens. Les mises en scène ont été aussi pensées parce que Gaëlle a vu les gens vivre chez eux, elle n'a pas non plus essayé d'inventer, elle a juste essayé de regarder le quotidien des gens et puis elle, de le mettre en scène avec sa propre vision d'artiste. C'est une sorte de recréation. C'est une sorte de recréation du quotidien. Encore là, on retrouve peur, des gestes très simples. Il y a une espèce de banalité dans ces images. Il n'y a rien de spectaculaire. Les gens sont toujours dans des périodes de grand calme, des activités simples, de la lecture, on mange. Plutôt fin de journée, parce que quand on regarde les éclairages, on a l'impression que c'est plutôt dans la soirée que ça a été pris. Donc peut-être, voilà, on rentre du travail, c'est la fin d'une journée, et comme vous dites, ce sont des activités effectivement plus de détente, on se déshabille, on tombe aussi les habits sociaux. Mais oui, exactement, je pense que c'est important de signaler. Alors toutes les photos n'ont pas été prises en fin de journée, il y en a beaucoup qui sont aussi prises le matin. Mais c'est 2 moments qui sont aussi clés dans la vie de quelqu'un. Enfin, le matin quand on se lève, quand on se prépare, et le soir quand on rentre chez soi et qu'on se retrouve dans cet espace qu'on connaît. Et puis, il ne faut pas non plus complètement se fier aux lumières qui peuvent être assez trompeuses puisque ces lumières sont absolument, elles aussi, recomposées. Bien sûr. Elles sont issues de, parfois, plus de 10 prises de vue à des moments différents qui peuvent s'étaler sur plusieurs heures et puis recomposées par Gaëlle numériquement pour avoir justement ces lumières très étranges qui ne correspondent à aucun moment de la journée si on les regarde bien. C'est la nuit à l'intérieur, mais c'est le jour à l'extérieur. Tout ça donne un côté encore complètement irréel à ces scènes. Voilà, qu'on retrouvait, je suis encore obligée de citer Hopper, mais c'est vrai que c'est une technique d'Hopper. Dans les tableaux d'Hopper. Et donc, comme toujours, quand on a affaire à de vrais photographes, il ne faut pas se fier à l'image que l'on voit. Pour continuer sur la technique, à un moment donné, dans votre texte inaugural, vous employez cette formule un petit peu hyperbolique en parlant de l'appareil de Gaëlle et en disant qu'il a une résolution vertigineuse. Alors vous imaginez que les amateurs de photographie vont se poser des questions, parce qu'ils vont se dire « Ah, qu'est-ce qu'il a de mieux que le mien ? Qu'est-ce que c'est son appareil ? Qu'est-ce que c'est son matériel ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet ?» Alors, je ne vais pas parler précisément du matériel parce que je ne suis pas non plus une spécialiste moi-même de ce type de matériel. Je sais que c'est un matériel qui n'est pas forcément employé par les artistes ou les photographes lambda, encore moins amateurs. Pour une raison très simple, c'est qu'il coûte un prix exorbitant. Et puis, il est surtout employé par des gens qui ont besoin justement de cette résolution extrêmement importante à des fins techniques. Donc, ça peut être des scientifiques. Je sais que c'est un appareil qui est employé par la NASA. Ah oui, quand même. Je sais que c'est des... Voilà. Donc, mais c'est important de le signaler parce que cette hyper-résolution joue aussi et permet de... Je ne sais pas, vous allez voir que si vous regardez l'image, vous pouvez quasiment lire le titre des livres qui sont qu'on voit sur le rayonnage. Vous avez cette
précision extrême qui dépasse tellement notre capacité à nous, pure de nos yeux. C'est très important d'avoir cette donnée pour comprendre le travail de Gail aussi, parce que ce travail qu'elle a fait à Paris ou qu'elle a fait à New York repose vraiment sur cette technique. Elle s'en sert pour créer ces images, et cette hyper-résolution est vraiment une donnée de base dans ce qu'elle veut faire. Alors, c'est une chose que j'avais remarqué, effectivement. J'avais été sensible comme ça à la finesse des détails. Et bon, je ne voulais pas revenir à une comparaison avec la peinture, mais c'est ce que ça m'a évoqué quand j'ai vu ces photos. J'ai pensé comme ça à une attitude maniériste, c'est-à-dire voilà, le tout petit détail extrêmement précis. Enfin, c'est une espèce de paradoxe, c'est-à-dire que cette hyper-résolution, elle s'applique aussi parfois à des choses très infimes. Et donc, il y a à la fois donc, sa très grande précision, mais en même temps, dans le cadre, le fait que ça occupe très peu de choses. Une bibliothèque, l'ordinateur qui revient souvent, un détail de l'habillement, etc., mais qui est à la fois tout petit et suffisamment net pour attirer le regard. C'est pour ça que ces images sont complètement vertigineuses, parce que si on commence à les regarder de près, et on peut rester des heures, finalement, à regarder les détails de chaque photo, et à pénétrer comme ça dans l'intimité des gens d'une façon assez surprenante finalement, parce qu'on est vraiment chez eux. On pourrait presque prendre le verre qu'ils ont posé sur la table, ou prendre un livre. Je pense qu'on n'est même plus dans cette notion de voyeurisme, c'est qu'à un moment le cadre s'efface et qu'on est déjà dans l'appartement. En fait. D'accord. Alors justement, moi je veux revenir à la relation qu'a eue Gail Albert Alaban avec Paris. Vous avez un petit peu corrigé donc l'impression que j'avais eue avec ce petit film, parce qu'en fait elle est venue à Paris pour la plupart des photos que nous voyons dans ce livre. Est-ce qu'elle est venue pour la première fois à Paris par rapport à ce projet? Est-ce que c'est une ville qu'elle connaissait déjà? Quelle était, pour employer un mot anglais qui ne déparera pas avec l'origine de notre auteur, est-ce qu'elle avait un background de Paris? Alors, elle ne connaissait pas très bien Paris, mais Gail a étudié le français. D'accord. Quand elle était aux États-Unis, elle aime beaucoup Paris, elle y est venue un peu, mais jamais assez longtemps pour être familière de la ville. Et je sais qu'elle était très pudique par rapport à sa connaissance du français, que les échanges se sont toujours faits en anglais à l'aide d'un interprète. Mais il y avait quand même à chaque fois ces moments passés avec les gens qui ont nourri les images. Et aussi, voilà, on revient sur cette connaissance littéraire, cette approche littéraire. Elle l'avait par la littérature, je pense aussi. Elle a aussi une connaissance littéraire de Paris. Mais vous avez eu l'occasion d'échanger avec elle sur sa relation avec Paris. Elle vous a dit quelle idée elle en avait, justement construite par la littérature avant. Est-ce que ça, il y a eu des échanges là-dessus? Il y a eu des échanges là-dessus, et je pense que Gail aussi avait très peur de donner une image de Paris qui était peut-être une image, comme on l'appelle, une image de Paris vue par les Américains, qui peut paraître un peu image d'Épinal. Donc on s'est vraiment attaché à essayer de montrer diverses facettes de Paris, de ne pas s'en tenir à des arrondissements qui, elle, lui plaisaient particulièrement, parce que bon, le Marais qui a son charme, ou je ne sais pas, je dis le Marais, mais ça peut être d'autres endroits dans Paris, mais d'essayer de montrer la différence du bâti aussi. Il y avait vraiment aussi une volonté... Différents styles architecturaux. Voilà, de travailler aussi sur ce patrimoine architectural, pardon, et de montrer différentes images de Paris. Et puis, ce qui nous intéressait aussi de trouver, évidemment, c'était ces fenêtres très parisiennes qui sont comme des petits théâtres. La couverture le montre très bien. Exactement, donc c'est ce qui importait aussi. Donc il y avait cette vision particulière et ces heures des heures entières de déambulation dans la ville pour trouver vraiment les endroits qui étaient les plus intéressants. Mais alors depuis le début de notre entretien et en feuilletant le livre, donc on voit bien, nos téléspectateurs peuvent se rendre compte que sans arrêt, en fait, il y a comme deux protagonistes dans ce livre. Il y a comme deux participants. Il y a d'une part la ville elle-même, on vient encore de le dire à l'instant, choisie pour son architecture, sa diversité architecturale. C'est un livre sur Paris, mais en même temps, il y a les participants. Et du coup, on ne sait pas, alors si le livre est un livre sur Paris et dans lequel les participants seraient comme des figurants de second plan, ou à l'inverse, est-ce que c'est un livre sur des participants parisien, il faut voir ça aussi si ça ressort, et pour lequel, cette fois-ci, le bâti, comme vous disiez, ne serait qu'un décor. Par exemple, j'ai eu une impression de spectateur en regardant le livre.
les personnages m'apparaissaient un peu traités comme des figurines. Je ne le dis absolument sans aucune connotation, mais le fait qu'ils soient comme ça très colorés, comme vous disiez, le fait qu'ils soient arrêtés sur des attitudes, le fait qu'ils soient un peu mis en valeur comme dans une maison de poupée, et là encore la couverture, mais elle est à l'image du livre, le reflet. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? C'est un livre sur Paris, un livre sur ses habitants, les deux? C'est un livre sur les deux. Je pense que c'est vraiment un livre sur les deux. C'est que, comme je le disais, il y a un premier volet qui existe à New York, qui est très différent de ce volet parisien. Oui. Où les personnes comptent moins, je trouve. Voilà, on les voit moins. Exactement, où les personnes comptent moins. Et il y avait vraiment cette volonté quand même de développer ce côté narratif, de raconter la vie des gens. Et ça, c'est grâce à cette spécificité parisienne que ça existe. Donc, le livre raconte un peu aussi le rapport... Des tranches de vie Même pas, mais je pense que ça raconte aussi le rapport des Parisiens à leur habitation, à leur logement, à leur espace, et que les deux sont intrinsèquement liés, quoi. Finalement, le bâti raconte quelque chose d'eux, comme eux racontent quelque chose de les maisons qu'ils occupent, et on ne peut pas imaginer l'un sans l'autre. Donc c'est pour ça que ce n'est pas vraiment un portrait de ville, c'est des portraits de gens dans leur ville, ou des portraits d'habitants dans leur ville, mais on ne pourrait pas mettre l'un ou l'autre en avant. Je pense que c'est vraiment cette relation entre les deux qui fait l'intérêt du livre. Alors je veux revenir sur quelque chose que vous avez dit il y a quelques instants. C'est pareil, bon, moi-même j'habite à Paris. J'ai trouvé que quand même ce livre renvoyait de la capitale et des habitants une image un petit peu, alors carte postale non, je dirais pas exactement ça, mais une image un petit peu quand même bourgeoise déjà, même quand c'était dans des quartiers qui apparaissent comme moins bourgeois. Et je me demande si Gaël Albert Alaban s'en est rendu compte, l'a choisi, ou aussi peut-être Paris est en voie continue de gentrification, c'est-à-dire qu'on sait très bien que Paris est de moins en moins une ville populaire, que les bobos qu'on décrit gagnent la ville parce qu'il y a aussi des questions d'argent par derrière tout ça. Est-ce que ça, ce sont des questions auxquelles elle a été sensible, qu'elle s'est posée, qu'elle a découvert en venant? Elle était sensible à ces questions parce qu'elle voulait vraiment donner une image de Paris pluriel, donc avoir pas uniquement des immeubles haussmanniens, des gens qui ont de l'argent. Mais bon, il faut bien avouer que c'était plus facile de pénétrer ces milieux tout bêtement parce qu'il fallait entrer en contact avec les gens. Comment on entre en contact avec les gens? C'est du bouche-à-oreille, c'est les réseaux sociaux qui ont joué aussi un petit leur rôle. Comment on contacte les gens? Donc, tout ça, c'est un peu... évidemment, ça touche des milieux qui sont plutôt plus bourgeois, plus aisés. Et on a fait des expériences, il y a eu des photos qui ont été réalisées qui n'ont pas été prises dans ce livre, dans d'autres quartiers, ou même légèrement en dehors de Paris, mais du coup on les a éliminées puisqu'elles n'étaient plus dans Paris. Mais c'était beaucoup plus difficile pour des questions d'autorisation aussi, tout simplement, pour des questions il faut vouloir jouer le jeu, et c'est pas anodin de se laisser photographier dans son appartement parce que on se met à nu quelque part, on raconte des choses de soi et tout le monde n'est pas prêt à jouer le jeu. D'ailleurs, ça je pense qu'il faut le dire aussi, autant cette demande a été reçue très facilement à New York où les gens ouvrent facilement leurs portes. À Paris, il y avait quand même une réticence, même pour les gens qui connaissaient le projet, et c'était parfois beaucoup plus difficile d'obtenir des réponses positives. On s'est fait beaucoup rejeter. Alors, on va revenir sur ce point parce que c'est un point capital, la participation. Mais pour en finir avec le parti pris sur Paris, je trouve aussi la représentation de ces personnes dans l'habitat parisien. Je trouve qu'il y a quand même, et on peut rapprocher ça de Hopper, une chose qu'on prête à Hopper, peut-être vous ne serez pas d'accord vous, mais il y a parfois une certaine mélancolie aussi chez ces personnages-là. Je pense à une photo en particulier, mais on pourrait répéter ce que j'ai observé là dans d'autres exemples. Vous avez une somptueuse photo dans le livre d'une femme asiatique qui est prise regardant la fenêtre ouverte, en gros les toits parisiens. Et en fait, cette photo est très subtile parce que bien qu'on reconnaisse, je crois qu'on voit un tout petit peu une poutre au plafond, donc un habitat parisien, peut-être est-ce le Marais, il faudrait en vérifier. Tout le reste est asiatique. On reconnaît sa silhouette, sa chevelure. Il y a surtout un effet de miroir qui est assez vertigineux et qui est un miroir magnifique asiatique qui lui-même reflète un paravent. Là, on est à l'intérieur, donc tout l'intérieur est asiatique.
Et elle a ce regard qui est inqualifiable, mais enfin qui n'est pas non plus une joie indicible vers les toits parisiens. Et je ne sais pas, j'ai pensé qu'il y avait quelque chose, mais c'est une interprétation personnelle que je vous laisse le soin de corriger, une espèce de mélancolie. Alors cette fois-ci, j'ai pensé à une mélancolie des origines, mais elle pourrait être une autre forme de mélancolie, de la solitude, etc. Est-ce que vous partagez cette analyse? Est-ce que Gaëlle a pensé à quelque chose comme ça? Parce que souvent, on associe Hopper aussi à la mélancolie. À la mélancolie, moi personnellement, je ne pense pas qu'Hopper soit un peintre tellement mélancolique. D'accord. C'est peut-être pas le peintre de la joie de vivre absolue, mais en tout cas, c'est par le choix de ses couleurs, déjà, rien que c'est un peintre qui a une espèce de palette enfantine. Et finalement, moi, je ne vois pas de tristesse dans ces images. Je vois parfois juste un temps arrêté. Et je pense que chez Gaëlle, c'est aussi ça. C'est finalement, quelque part, arrêter le temps. Et sauver ces gestes qui sont complètement des gestes de la banalité la plus grande. Leur donner une importance. C'est comme si finalement on arrêtait ce temps et on restait dans cette petite bulle et tout à coup tout prend une autre densité, tout se charge d'une émotionnalité qu'on n'a pas. Et dans ce sens, je pense que Hopper avait vraiment aussi cette envie d'arrêter le temps, de montrer des choses dans leur simplicité, et c'est quelque chose de très beau finalement. Moi, je trouve que Mais la mélancolie peut être belle, elle est même souvent source de beauté, mais on peut aussi donc ne pas voir de mélancolie du tout. Oui, moi je vois l'éternel soleil d'Hopper, pour moi c'est quelqu'un qui vivait, donc on ne peut pas être triste quand on vit tout le temps sous soleil. Et là, je pense qu'il y a des gens, il y a des images de solitude. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui sont solitaires chez eux, mais qui sont, je dirais, qui sont absorbés par une espèce qui sont dans un repli intérieur, qui correspond pas forcément à une méditation, plutôt quelque chose comme ça qu'une mélancolie. Une mélancolie peut-être. Après, c'est aussi ce qu'on projette soi-même sur ces images. Moi, je pense que c'est plutôt une espèce de repli à l'intérieur de soi, de vie intérieure, tout à coup, qui est mise en valeur. Ces petits moments qu'on connaît tous, qu'on a chez soi, on arrive à... Une décompression de fin de journée. Où on rentre un peu dans sa petite maison à soi, sa petite maison secrète, et on se laisse aller, on pense. Combien de temps a pris concrètement ce projet? Parce qu'il y a beaucoup de gens à convaincre. Vous dites qu'on ne voit pas tout dans le livre, donc il y a donc tout un travail qu'on ne voit pas à côté. Combien de temps ça a pris pour rencontrer ces gens? Vous expliquez que les réseaux sociaux avaient joué un rôle. Comment est-ce qu'elle les a approchés? Parce que vous dites qu'elle n'est jamais venue à Paris avant ce projet. Donc comment? Alors qu'on ne connaît pas la ville, qu'on n'a pas de contact, on dit aux gens, bah voilà, je vais rentrer chez vous, je vais vous mettre en scène, vous allez faire ce que je vous dis, convaincre ceux d'en face. Parce qu'il faut bien convaincre deux personnes. Et voilà, ceux de l'immeuble d'en face, je vous poserai d'ailleurs une question sur eux, est-ce qu'ils ne sont pas frustrés finalement aussi eux? Parfois il y a des vis-à-vis, c'est vraiment des vrais vis-à-vis. Mais aussi de ne pas être choisi comme le modèle, c'est-à-dire d'être choisi comme le perchoir. Est-ce que parfois elle a décidé de photographier les deux côtés, c'est-à-dire de dire aux gens, bah écoutez, puisque vous m'accueillez chez vous, quand j'aurai fini de l'autre côté, c'est vous qui deviendrez le sujet. Comment tout ça s'est passé? Alors, c'est vrai que le premier séjour en France, il a été un peu déblayé, si je peux dire, parce qu'on avait des gens qui se sont occupés, donc une personne qui s'est occupée de faire les premiers repérages, donc qui a proposé à Gaëlle des bâtiments, des gens qui étaient déjà... Des contacts à cette personne, voilà. Oui. Et elle est partie on avait très peu de temps, hein. Je parle du projet quand il s'est fait pour le Monde, on avait juste 15 jours de mise en place pour faire pas mal d'images, donc il a fallu aller très vite. Mais disons que ça a servi une fois que ce déblayage a été fait, puis ces deux premières publications existaient. On avait déjà un document en main pour aller sonner à la porte des gens et les convaincre finalement, regardez ce que ça donne. Parce que c'est ça aussi. Et puis, ils veulent visualiser à quoi ils s'engagent. Bien sûr. Il y a toujours une petite réticence. Et après, c'est vrai que Gaëlle étant aux États-Unis, c'est beaucoup plus facile de passer par Facebook et demander de se servir de ce réseau pour trouver des gens d'accord et intéressés. Après, c'est vrai, un long travail de tri, parce que moi, si je pense avoir quelque chose d'intéressant de ma fenêtre, Gaëlle n'aura peut-être pas du tout ce ressenti. Bien donc sûr. Elle est obligée. Il y a quand même un travail ici, une fois qu'elle arrive, qui consiste à aller visiter les lieux et en effet se rendre compte si ça l'intéresse ou pas. Mais c'est vrai que ça permet d'aller plus vite. Et comme c'est un travail qui a pris 1 an, qui représente peut-être 4 ou 5 voyages à Paris avec une durée peut-être de 2 à 3 semaines par voyage, oui, ça fait... D'accord.
Et vous, vous avez assisté à un certain nombre de prises de vue? J'ai assisté à un certain nombre de prises de vue, oui. Alors, je vais vous poser une question que tous nos téléspectateurs vont se poser. Bon, est-ce que vous devez quand même avoir des anecdotes à raconter sur des choses un peu rigolotes, ou pas rigolotes d'ailleurs? Est-ce que vous avez eu comme ça de très mauvais accueils, de très mauvais rapports? Est-ce qu'il y a eu des choses saugrenues qui se sont passées pendant ce travail? Racontez-nous quelque chose de cet ordre. Alors, l'accueil dans l'ensemble a été très chaleureux. C'est vrai qu'on a passé parfois des soirées avec les gens qui nous accueillaient. Ah, ça prolongeait, d'accord. Ça prolongeait. Pas toujours. Bon. Ça prolongeait. Alors, ce qui est drôle, c'est que peut-être que ça impactait moins l'équipe qui réalisait les photos, mais des voisins se sont retrouvés, des gens qui ne se parlaient pas depuis des années, qui habitaient notamment dans un tout petit passage du Désir, où les gens étaient des beaux noms, où les gens étaient en bisbille pour des histoires de locataires, hein, se sont retrouvés autour de ces photos. Ah bon, d'accord. Il y a une vertu comme ça, réconciliante. Réconciliante, parce que finalement, on ne connaît pas ses voisins, on s'aperçoit qu'on ne connaît pas ses voisins, et que des liens se sont tissés entre, en tout cas pour plusieurs photos du livre, je sais que ça s'est vraiment réellement passé, j'en ai été témoin, des gens se sont retrouvés, ou en tout cas un contact a été lié, et c'est une histoire qui plaît beaucoup à Gaëlle, parce qu'elle accorde une grande importance à cet aspect du lien. Bien écoutez, Cathy et Rémi, merci beaucoup d'être venus sur le plateau de l'Essonne en auteur pour nous présenter l'étonnant travail de Gaëlle Hurlburt à La Banne. Je pense que c'est une artiste qu'il fallait faire découvrir parce que ça nous permet aussi de redécouvrir la ville de Paris. Au terme de cette émission, nous prenons congé de nos téléspectateurs en leur disant au mois prochain pour un nouveau numéro de l'Essonne en auteur.